Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. La situation sécuritaire au Burkina et dans la sous-région ouest africaine était au centre des discussions que le président du Faso a eues hier à Genève avec le directeur général de l'Office des Nations Unies. Roch-Marc Christian Kaboré s'est aussi entretenu avec le groupe des ambassadeurs africains à Genève. La 30e journée mondiale du refus de la misère est célébrée aujourd'hui avec la même situation du nombre croissant de pauvres à travers le monde. L'ONG ATD Carmonde continue de tirer la sonnette d'alarme. Nous recevrons enfin ce midi M. Évariste Komlan, chef par intérim du programme Eau, Hygiène et Assainissement de l'UNICEF à New York. Bonjour M. Komlan. Alors vous êtes venu nous parler ce midi donc de ce colloque qui s'ouvre demain à Ouagadougou sur la gestion de l'eau potable donc en Afrique, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, merci d'être venu ce midi. Ouais, merci. Poursuite à Genève de la visite officielle du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré s'est entretenu hier avec le directeur général de l'Office des Nations Unies. La situation sécuritaire au Burkina et dans la sous-région ouest africaine était au centre des discussions entre les deux hommes. Le chef de l'État a d'autre part rencontré le groupe des ambassadeurs africains à Genève. Urbain Sommet, Marguerite Douagneau, reportage de nos envoyés spéciaux. Le président du Faso qui donne les nouvelles du pays au groupe des ambassadeurs africains en Suisse, cela se passe à l'Office des Nations Unies à Genève. Une cinquantaine de diplomates prennent part à cette rencontre qui permet à Roch-Marc Christian Kaboré de faire le point de la vie politique du Burkina Faso et de donner les raisons de sa présence en Suisse. Le président du Faso parle des grandes ambitions politiques, notamment les actions entreprises pour le passage à la 5e République, l'évolution de la justice sur les grands dossiers qui sont en attente de jugement, les défis économiques du Burkina Faso qui reposent essentiellement sur le PNDS et la situation sécuritaire au Burkina Faso est aussi évoquée avec la recrudescence des attaques terroristes. Un exposé apprécié par les auditeurs du jour. De cet échange, d'un côté, c'était une source de sagesse. Il nous a montré ce qu'il y a à faire dans nos fonctions. Et surtout, sa détermination, sa grande détermination de faire en sorte que le pays, votre pays, puisse aller de l'avant. Mais avant la rencontre avec les diplomates africains, le président du Faso a eu des échanges avec le directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève. Marche des femmes hier à Bobo-Dioulasso pour exiger de l'eau potable et surtout un accès à la terre. Cette manifestation marquait la célébration de la journée internationale de la femme rurale. Les femmes du Oué ont remis un message pour les autorités politiques du Burkina qui soulignent leur détresse. Karim Ilboudo, Siriki Milogo, Kadou Urumenki. Venues des 13 régions du Burkina Faso, elles ont arpenté les artères de Sia à l'occasion de la journée internationale de la femme rurale. Une marche pour réclamer un accès adéquat aux différentes ressources naturelles. Le premier moyen de production est la terre et nous femmes rencontrons beaucoup de difficultés pour obtenir et garder de bonnes terres pour la production agricole, notre activité première. L'accès à ces ressources feront de nous, femmes rurales, de meilleures productrices capables de transformer nos produits avec une valeur ajoutée et les commercialiser dans les meilleures conditions et d'acquérir la confiance en soi qui fera de nous des leaders aguerris pour un développement endogène, juste, équitable et durable. En recevant la déclaration des femmes, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins s'engage à porter haut le flambeau de cette lutte légitime. C'est une injustice que nous devons avoir le courage de corriger pour un meilleur épanouissement de tous les Burkinabés. Je voudrais rassurer les femmes rurales de ma disponibilité à peser de tout mon poids, dans la mesure du possible, pour porter loin cette lutte dont l'issue dépend sans doute de notre sécurité alimentaire. En plus de cette marche, toute une série d'activités est au menu pour la commémoration de la 2e édition de la Journée internationale de la femme rurale. Entre autres, des échanges sur la problématique de l'accès de la femme à la terre et à l'eau.
À l'occasion de cette journée, toujours, une rencontre d'échange entre parlementaires et femmes rurales s'est tenue hier à Ouagadougou, une occasion pour les femmes issues d'organisations paysannes d'évoquer leurs difficultés et de proposer des solutions pour mettre fin à leurs souffrances. Nongba Kouda, Yolande Lompo. Contrainte d'accès sécurisé à la terre, manque de financement, manque d'encadrement et de formation, autant de mots qui handicapent le plein épanouissement de la femme rurale. Et pourtant, selon la FAO, elle représenterait 43% de la main-d'œuvre et pourrait contribuer à réduire de 17% la sous-alimentation dans le monde. Déterminées à participer au développement du secteur agricole, ces femmes rurales venues des 4 coins du Burkina sont ici pour plaider leur cause. Car les 10 mesures qui avaient été prises en 2015 en leur faveur pour bâtir un Burkina sans fin attendent toujours une entière satisfaction en dépit de nombreux engagements. C'est un plaidoyer que nous faisons à l'endroit de nos honorables députés de voir davantage quand même tout ce qui a été fait comme texte en faveur des femmes, que les décrets d'application existent, que sur le terrain, ça soit visible. Nous demandons quand même à nos honorables députés de regarder les textes en faveur du genre et du genre sensible, de respecter même la budgétisation même de ces budgets-là, et que en appliquant réellement sur le terrain, la femme rurale sente que le gouvernement a fait quelque chose pour elle. À l'occasion de ce 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation, elle souhaite que les 2 autres secteurs que sont l'environnement et l'élevage soient pris en compte dans l'allocation des ressources spécifiques aux femmes pour l'agriculture. Voilà, des femmes qui demandent un plus grand accès à la terre et à l'eau potable. Je crois que c'est ce qui va vous donner en tout cas du grain à moudre, M. Komla Evaris. Vous êtes chef par intérim du département eau, hygiène et assainissement de l'UNICEF à New York. Vous êtes à Ouagadougou pour participer à cet atelier que l'UNICEF et l'IRC organisent sur la gestion efficace du service d'eau potable en milieu rural et semi-urbain. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces revendications de ces femmes-là? Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est très important le fait que aujourd'hui on parle de l'accès universel à l'eau et à l'assainissement pour tous, que déjà des femmes, nos mamans commencent par faire un plaidoyer important pour vraiment lever les députés, les autorités au niveau local pour pouvoir faire quelque chose d'important pour elles. Il faut noter aussi que nos mamans, nos sœurs sont les premiers à être au front quand il s'agit de la collecte de l'eau potable, et aussi c'est elles qui vivent aussi les impacts négatifs du fait que s'il n'y a pas l'eau potable, ça peut agir sur leur comportement, leur développement et aussi tout ce qui affecte l'économie au niveau de la maison. Alors, quelle appréciation vous faites à ce jour de la qualité du service d'eau potable et, j'allais dire, d'assainissement milieu rural et semi-urbain au Burkina? Est-ce que vous avez une idée claire de ce qui est fait? Oui, je crois qu'au Burkina, il y a eu des progrès énormes qui ont été réalisés au cours de ces dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire avec ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Bien que le milieu urbain ait connu des avancées énormes, il reste aussi le milieu rural qui nécessite des investissements beaucoup plus importants, qui ont été déjà faits, parce que le gouvernement en a fait beaucoup. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est aussi c'est la question liée à la durabilité de ces services. Chaque année, le gouvernement investit d'énormes ressources pour pouvoir faire de nouveaux investissements en matière de forage, en matière d'alimentation en eau potable. Mais la question demeure, comment est-ce qu'on maintient les services qui ont été fournis dans les années passées durables? Ça veut dire comment est-ce qu'on développe de nouveaux types de gestion pour pouvoir améliorer ces infrastructures. C'est l'objet du colloque qui se tient du 18 et 19 de demain et jeudi à l'hôtel Simandé, avec tous les acteurs qui se réunissent pour discuter des nouvelles recherches qui ont été faites dans le domaine et comment est-ce qu'on peut les utiliser au niveau du Burkina. Alors, que fait de manière spécifique l'UNICEF en matière d'eau, d'assainissement, d'hygiène, et voilà, qu'est-ce que vous allez apporter à ce colloque comme contribution? Non, il faut remarquer que l'UNICEF, ce n'est pas seulement l'eau potable, mais l'UNICEF, c'est beaucoup de secteurs. L'eau, il y a la suivi de l'enfant, il y a la santé, il y a la nutrition, il y a l'éducation,
il y a les adolescents, il y a beaucoup de secteurs. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'eau et l'assainissement constituent l'un des départements qui est le troisième département en termes de dépenses au niveau mondial. Et ça nécessite une attention particulière. L'année dernière, le département au niveau de New York a lancé sa stratégie globale en matière d'eau et d'assainissement, qui s'articule autour de 3 points stratégiques. Le premier point, qui sont les approches sectorielles. Le deuxième, c'est ce qu'on fait actuellement. Et le troisième, c'est ce qu'on doit faire beaucoup plus. Et ce qu'il faut noter dans ce sens-là, qu'au niveau du Burkina, on appuie le ministère, parce que nous, on ne peut rien faire si on ne travaille pas de concert avec le gouvernement. On appuie le gouvernement d'abord avec d'autres institutions comme le SCAT à la professionnalisation du secteur de l'eau et comment rendre ce secteur attractif au secteur privé. La deuxième des choses qu'on a fait, on continue nos cycles quotidiens, c'est comment est-ce qu'on améliore l'eau et l'assainissement dans les écoles, les centres de santé, et aussi comment est-ce qu'on améliore l'assainissement en utilisant les approches innovantes comme l'assainissement total piloté par les communautés, le fait que les communautés elles-mêmes s'investissent, les ménages s'investissent à avoir des systèmes d'assainissement beaucoup plus efficaces, leur permettent d'économiser beaucoup sur les questions de santé. Et ça, on travaille dessus. On travaille beaucoup sur le cadre institutionnel. Comment est-ce que le gouvernement développe les politiques, les stratégies nécessaires pour attirer d'autres partenaires. Ça, c'est important. Et la politique, la stratégie, comment on met en place un cadre budgétaire beaucoup plus efficace dans le domaine de l'assainissement. Et le tout dernier point, qui est l'un des points essentiels sur lequel on travaille, c'est le renforcement des capacités. Et qui est la clé. Si on veut atteindre les objectifs de développement durable au niveau du Burkina, il faut qu'on arrive à faire un saut qualitatif, à avoir beaucoup de ressources humaines dans les années qui viennent. Et autour de ça aussi, l'UNICEF travaille de commun accord avec le gouvernement dans ce domaine. Alors très rapidement, M. Komlan, qu'attendez-vous comme participant de ce colloque? Qu'est-ce que vous attendez des autres participants qui viennent à Ouagadougou pour discuter donc de ce service de gestion de l'eau potable en milieu rural et semi-urbain? On attend une centaine de participants. C'est un des colloques les mieux organisés avec nos partenaires de l'IRC, UNICEF et le ministère aussi au fond de tout le processus. Et ce qu'on attend, c'est qu'on arrive à voir quelles sont les expériences, les produits innovateurs qu'on a pu développer dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dans les dernières années et qui peuvent vraiment aider le Burkina à revoir quelques éléments de la politique et la stratégie au niveau de la tarification, au niveau d'implication du secteur privé et au niveau de l'amélioration du cadre institutionnel favorisant d'autres acteurs à pouvoir investir dans le secteur. Donc on attend aussi les banquiers, les financiers, on attend les universités, les professeurs d'université, on attend le secteur privé local et les ONG qui sont et puis les institutions, les organisations étatiques et aussi les organisations des Nations Unies. Ils sont tous présents. C'est cette constituante partie prenante de la vie du secteur de l'eau seront présents au colloque qui aura lieu demain et après-demain à Silimandé. Voilà, merci beaucoup, M. Évariste Komlan, qui est chef par intérim du département eau, hygiène et assainissement de l'UNICEF à New York. Il est venu nous parler donc de cette importante rencontre qui se tient demain à Ouagadougou sur la gestion efficace du service d'eau potable en milieu rural et semi-urbain, colloque organisé en partenariat par l'UNICEF et l'IRC. Merci, on aura l'occasion, j'en suis sûr, de reparler de ce colloque à travers donc les reportages qui nous seront proposés sur nos antennes. La journée mondiale du refus de la misère est célébrée ce 17 octobre. ATD Carmon a lancé en 1986 cette initiative pour dénoncer la situation dans laquelle vivent de nombreux Français. La France, 3 décennies plus tard, n'a toujours pas résolu la problématique de la pauvreté si l'on s'en tient aux critères qui veulent qu'être pauvre, c'est vivre avec moins de 1 000 € par mois. C'est aujourd'hui la journée mondiale du refus de la misère, une initiative née en France il y a 30 ans et dont la raison d'être n'a jamais été aussi criante. La France a beau être la 6e puissance au monde, sur 10 ans, le nombre de pauvres n'a cessé d'augmenter. Ils sont 5 millions à vivre avec moins de 846 € par mois, cette somme représentant 50% du niveau de vie médian, et près de 9 millions à vivre avec moins de 1 015 € par mois,
60% du niveau de vie médian. Marie-Alette Crard, vice-présidente de l'association ATD Quart Monde, s'en indigne. Oui, la pauvreté s'est aggravée et la grande pauvreté s'aggrave. Donc pauvreté, en gros, vivre avec moins de 1 000 € par mois. Et grande pauvreté, c'est avoir rien ou au maximum 500 € par mois pour vivre. Mais surtout, grande pauvreté, ça veut dire qu'on a ce cumul de précarité qui fait que l'on est durablement dans la grande pauvreté, durablement avec des soucis dans le domaine de l'éducation, du logement. Les conséquences de l'exploitation minière et agricole sur la santé au sein d'une rencontre ouverte ce matin à Ouagadougou participent à la réflexion des pharmaciens, des toxicologues et bien d'autres chercheurs du monde scientifique. C'est une rencontre internationale pour faire le point des résultats de la recherche scientifique dans les domaines de la santé et de l'environnement. Les précisions de Césaire Carrefour et de Maxime Zongo. Risques toxicologiques liés à l'exploitation minière, impact des pesticides sur la santé et l'environnement, plantes médicinales et développement des médicaments, ce sont entre autres thématiques au menu de ce congrès scientifique. Ces scientifiques explorent à peu près toutes les conséquences qui peuvent être prévenues ou qui peuvent être gérées pour que et l'utilisation des pesticides et l'exploitation minière n'aient pas de conséquences très fâcheuses sur la destruction de l'environnement et sur la survenue de maladies telles que les cancers ou d'autres maladies cardiovasculaires. À travers cette importante rencontre, la Société de pharmacologie et toxicologie du Burkina veut ainsi contribuer à rendre plus visibles les résultats des travaux de la recherche. Il y a du point de vue du processus d'exploitation des mines, on utilise des substances à risque. Et ces substances à risque peuvent polluer l'environnement, polluer les nappes, les cours d'eau et entraîner des risques sanitaires très importants. Le deuxième aspect, c'est les médicaments. Nous voulons voir à partir des problèmes prioritaires de santé comment mener des recherches pour pouvoir développer des médicaments, surtout des médicaments à partir de nos plantes médicinales. Et enfin, nous allons discuter de les résistances microbiennes. Créée il y a de cela 5 ans, la Société de pharmacologie et toxicologie du Burkina, à la base de cette initiative, a pour but de promouvoir et de favoriser la recherche, les échanges et la formation dans les différents domaines des sciences de la pharmacologie. Ce congrès, premier du genre, réunit des participants de la sous-région, du Maghreb et de l'Europe. Une formation des autorités religieuses et coutumières sur la médiation communautaire et sociale se déroule depuis hier à Ouagadougou. Elle est organisée à l'initiative du réseau Afrique Jeunesse. Cette formation a pour objectif de renforcer les connaissances de ces personnes ressources et mettre en place un cadre de médiation communautaire. Roger Bebamba, Kadi Sanogo, précision. Le réseau Afrique Jeunesse apporte sa touche à l'accélération de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale au Burkina. À travers cette formation, le réseau entend renforcer les connaissances de ses autorités coutumières et religieuses sur la médiation communautaire. Je crois que ces coutumiers, ces religieux, une fois de plus, nous ont sorti de pas mal de situations difficiles. Jamais on a vu des colonels, des généraux se diriger directement dans des domiciles, dans des résidences, dans des palais, et à l'église, à la mosquée, etc. Qui pour se réfugier, qui pour demander la bénédiction et qui également, pourquoi pas, pour demander le pardon. Je crois que ce sont ces valeurs incarnées par ces religieux et ces coutumiers-là qui nous ont amenés à vouloir pas seulement capitaliser, mais à faire en sorte que la jeunesse actuelle puisse s'en inspirer. Au cours de cette formation, des modules sur la médiation communautaire et des techniques de négociation seront dispensés aux participants. Le ministre en charge de la sécurité intérieure salue cette initiative. L'initiative qu'ils ont prise aujourd'hui d'organiser cette rencontre autour des thématiques qui sont d'actualité ne peut que nous encourager à venir les féliciter pour que les jeunes, les chefs coutumiers, les religieux, nous prenions le pas, nous marquions le même pas pour arriver et très rapidement à ce que nous souhaitons tous, l'unité, l'union des cœurs,
des fils et filles du Burkina. Cette formation regroupe une cinquantaine de participants venus des 4 coins du Burkina. À l'issue de cette rencontre, un cadre régional de concertation des coutumiers et religieux sera mis en place pour la médiation communautaire au Burkina. En pleine manifestation anti-prolongation du mandat de Joseph Kabila et ses nombreux morts, la RDC a été paradoxalement élue au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une élection qui suscite la colère des associations et ONG de défense des droits de l'homme qui ne comprennent pas le choix du pays des Grands Lacs à siéger dans ce conseil. La crédibilité du Conseil des droits de l'homme de l'ONU un peu plus affaiblie. Après avoir accueilli en son sein l'an dernier l'Arabie Saoudite et la Chine, il vient de s'attirer de nouvelles critiques en intégrant la République démocratique du Congo. Le pays a recueilli 151 voix sur 193 à l'Assemblée générale des Nations Unies. Une insulte pour les victimes des abus commis par le gouvernement, a réagi le directeur de Human Rights Watch. Au total, 15 pays ont gagné le droit de siéger pour 3 ans au sein de cette institution censée veiller au respect des droits de l'homme dans le monde. Or, la RDC fait justement l'objet d'une enquête au Conseil pour les atrocités commises dans la région du Kasaï par les forces gouvernementales et les milices. Des violences qui n'ont fait que s'aggraver depuis que le président Joseph Kabila a refusé de quitter le pouvoir en décembre dernier. La question de l'insécurité est disséquée dans les journaux de ce mardi, attaque dans le Loroum et surtout un attentat au lourd bilan à Mogadiscio. La revue de presse est signée Toboum Evelyne Dabiré. Nouvelle attaque au Burkina annonce les parutions. Cette fois-ci, c'est à Solé dans le Loroum que des assaillants ont attaqué le commissariat de police de la dite localité, située à 45 km au nord de Titao, rapporte aujourd'hui au Faso. Des attaques qui ont été perpétrées dans la nuit du 15 au 16 octobre par une dizaine d'hommes armés, lit-on dans le pays. Au bilan, d'importants dégâts matériels enregistrés, poursuit ce journal, et pas de perte en vie humaine. Une attaque qui pose de nouveau la question de la sécurisation des postes de police, analysent les journaux. Autre lieu, autre attentat, celui meurtrier de Mogadiscio. 300 morts et autant de blessés, rapporte aujourd'hui au Faso. Qui a bien pu commettre l'innommable? Comment ce camion bourré d'explosifs a-t-il échappé au contrôle des forces de sécurité? Questionne l'observateur Palga et le pays. Même si l'attentat n'est pas encore officiellement revendiqué, les regards sont tournés vers les Chebab, précise l'observateur Palga. Avec cette explosion, les habitants de Mogadiscio ont vécu un enfer ce 14 octobre, explique aujourd'hui au Faso. Un spectacle effroyable, poursuit l'observateur Palga, qui donne les détails dignes d'un film d'horreur. Pour le pays, cet acte est comme une réponse à la déclaration du nouveau président somalien qui se promettait de relever le défi sécuritaire contre les islamistes Chebab. Et ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé de sécuriser le pays, estime aujourd'hui au Faso, qui rappelle différentes interventions du Conseil de sécurité des Nations Unies et celles des États-Unis, jusqu'à l'horreur de la bataille de Mogadiscio en 1993 qui obligea Bill Clinton à plier bagages en Somalie. Que faire alors face à un ennemi aussi diffus que bien armé, s'interroge aujourd'hui au Faso qui tente une esquisse de réponse. Il faut que les États-Unis, l'Union africaine et l'Union européenne se solidarisent contre les Chebab. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi.